Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. L'émotion est grande après la mort du pape François ce 21 avril. Le souverain pontife était très apprécié pour ses choix forts et ses prises de position. Dans cette édition, nous écouterons des fidèles devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, peu de temps après l'annonce de son décès. Le groupe LVMH ne cesse d'investir pour développer ses activités. La célèbre marque de joaillerie Bulgari a notamment inauguré la plus grande manufacture du monde en Italie, avec comme fil rouge le savoir-faire de nos territoires. Vous le verrez dans ce journal. Le 1er mai est un jour spécial dans le calendrier. Chaque année, à cette date, nous célébrons la fête du travail. Mais les boulangeries ne le voient pas de cet œil et comptent bien travailler ce jour-là. Explication dans cette édition avec Hélène Thévessart. Et puis, c'est une première mondiale dans le milieu animal. Dans la Loire, un lion de 5 ans vient de subir une greffe osseuse. Une prouesse chirurgicale que nous racontera notre partenaire TL7 sur place. Je vous le disais dans les titres, le pape François est décédé ce lundi 21 avril. Un souverain pontife qui aura marqué l'histoire pour sa simplicité et son ouverture sur le monde. Écoutons des fidèles sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lundi à midi, peu de temps après l'annonce de son décès. C'est notre partenaire 20 minutes télévision qui était sur place. On s'y attendait un peu quand même depuis le temps que le pape était mal parti, je dirais. Mais c'est bien qu'il soit parti pour Pâques. Quelles que soient ses origines, quelle que soit sa couleur, qu'il soit ferme. Qu'il soit ferme dans la chrétienté et dans la défense de la chrétienté et des chrétiens d'Orient. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait penser aussi aux chrétiens d'Orient. Ça peut être un pape africain, ce serait très bien. Un pape asiatique aussi, pourquoi pas. Et puis un pape européen, bien sûr. Pourquoi pas un autre homme d'un autre continent, bien sûr, oui. Africain, pourquoi pas. Il y a beaucoup de catholiques en Afrique aussi. Donc c'est un pape qui fait son job, si je puis dire, et qui soit à l'image des croyants, de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils veulent pour leur religion. Moi, peu importe d'où il vient. Depuis son élection en 2013, le pape François était réputé pour son ouverture d'esprit et ses prises de position fortes. Il avait notamment refusé l'invitation du président de la République pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il avait préféré se rendre en Corse, à Ajaccio, le 9 décembre dernier. Un choix fort que les Corses n'oublieront jamais. Des réactions proposées par Télépaïsé qui était sur place lors de la visite du pape. C'est pas anodin, un pape qui fait un déplacement. On sait que sur le territoire français, c'est son 3e. Il a choisi Ajaccio. Pour nous, c'est une grande satisfaction. Et puis, c'est une façon, effectivement, d'exposer positivement notre territoire. Voilà, c'est une terre chrétienne, une terre catholique. Je pense que le pape a été sensible aussi à cette dimension. On a conscience que pendant longtemps, on en parlera et ça sera ancré durablement dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est extraordinaire. Un pape à cœur en or. C'est un homme qui aime la tolérance, qui est contre les racistes, et ça j'apprécie beaucoup. Sur le plan religieux, pour moi, étant catholique pratiquant, c'est quelque chose de, on va dire, d'hors du commun, surtout en Corse. Et sur le plan même historique et sur le plan, comment dire, des faits, c'est aussi important, même pour les non-croyants. Ça reste un chef d'État, c'est lié aux traditions catholiques et chrétiennes, donc voilà, c'est juste sublime et magnifique. Je suis très émue d'avoir vu le pape avec toute ma famille. C'est un honneur pour la Corse et on est vraiment très heureux. C'est une chance pour la Corse, c'est une chance pour nous et on l'en remercie et c'était super et la petite a été bénie et on est hyper contents. Au moment où l'environnement économique international devient de plus en plus incertain, le groupe LVMH continue, lui, d'investir. Le célèbre joaillier Bulgari, qui appartient au groupe, vient de doubler son site de fabrication de bijoux précieux, près de Milan, en Italie. Le numéro 1 du luxe affirme vouloir miser sur le savoir-faire des territoires. Regardez ce reportage pour le Grand JT des Territoires de Christophe Rigaud en Italie. C'est ici, à Valenza, dans le Piémont italien, que la célèbre maison joaillière Bulgari ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Avec la nouvelle extension de son site de plus de 19 000 m², Bulgari devient la plus grande manufacture de bijoux au monde consacrée à une seule marque. C'est sur ce site que sont fabriqués les modèles iconiques de la maison, comme Serpenti ou Diva's Dream. L'extension du site doit accompagner la croissance de Bulgari, propriété du groupe LVMH.
Elle correspond à la fois à un besoin de plus de capacité de Bulgarie pour continuer sa croissance mondiale, qui a été remarquable depuis l'acquisition, et d'un autre côté aussi d'intégrer plus de métiers. Il faut savoir que la joaillerie, c'est des dizaines d'expertises différentes. C'est difficile de les maîtriser toutes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec un très grand tissu de partenaires dans la région de Valenza et dans toute l'Italie. Ici, dans le Piémont, l'artisanat est une vraie tradition depuis le début du 19e siècle. Et en Italie comme en France, LVMH s'appuie sur les savoir-faire des territoires. Si vous voulez, la joaillerie dont on parle aujourd'hui, il y a un des stades qui est ici, dans le Piémont, il y en a un qui est autour de Vicenza et un autre en Toscane. Si vous voulez des tanneries, c'est plutôt en Toscane qui se passe. Si vous voulez des chaussures, c'est plutôt Veneto, les marques à Naples. Chaque région a ses spécialités et ça vient de siècles et de siècles d'expérience. L'agrandissement de la manufacture va aussi permettre de développer l'ensemble de l'économie locale. Je dois dire que l'investissement d'aujourd'hui de la part de Bulgarie et dans cette région est quelque chose d'important parce qu'il intervient dans un moment historique où l'on connaît des tensions géopolitiques et cela constitue donc un signal très fort pour les habitants. La transmission des savoir-faire est également une priorité. Au sein de la manufacture, une académie a été créée, mais aussi une école, la Scuola, qui proposera aux futurs artisans des formations professionnelles en orfèvrerie et en sertissage de pierres précieuses. C'est un parcours total de 12 plus 6 mois, donc 18 mois, qui font, je dirais, d'un débutant qui ne connaît rien à la joaillerie, un joaillier qui peut commencer à faire de la joaillerie précieuse assez simple, qui est le début d'un voyage magnifique qui, un jour, on espère, le portera à Rome pour faire de la haute joaillerie. L'agrandissement de la manufacture Bulgarie doit permettre de doubler la capacité de production d'ici 2029 et créer ainsi plus de 500 nouveaux emplois sur le site. Alors que les taxes douanières mises en place par Donald Trump redistribuent les cartes de l'économie mondiale, quelles sont les conséquences de cette instabilité des marchés financiers? Réponse avec Via Occitanie qui a rencontré des entreprises aux activités diverses. Regardez. Quelles sont les conséquences de l'instabilité des marchés financiers et monétaires pour l'économie d'Occitanie? Nous avons d'abord posé la question au patron de BioUV Group basé à Lunel dans l'Hérault. Il fait du traitement de l'eau par différents procédés sans produits chimiques. Pour lui, le marché américain, c'est un peu moins de 8% de son chiffre d'affaires, mais le risque est ailleurs. Le fait d'être coté en bourse et l'instabilité fait qu'une société comme la nôtre, qui est plutôt petite, souffre de volatilité très importante au cours des dernières semaines. On continue à envisager de s'installer aux États-Unis. On a fait une levée de fonds de 8 millions d'euros il y a un peu plus de 2 mois pour continuer à nous développer à l'international et notamment en essayant de trouver un partenaire aux États-Unis qui puisse avoir un lieu pour pouvoir assembler et éventuellement manufacturer et surtout pour pouvoir continuer à distribuer nos produits sur le territoire américain. Et ainsi alimenter le premier territoire mondial pour le développement des piscines privées, marché historique de BioUV. Dernier exemple, le groupe Katana basé à Canet-en-Roussillon, dans le top 3 mondial des fabricants de catamarans de croisière. 300 bateaux produits chaque année sur différents sites. Ici, l'inquiétude est d'abord boursière et monétaire. Tout le monde est un peu en attente. Les clients ont besoin souvent de vendre une partie de leurs actions pour pouvoir s'acheter et s'offrir le bateau. Ce qui nous inquiète, c'est effectivement la stabilité, et ça, elle est incontournable, la stabilité euro-dollar. Ça, c'est un vrai facteur important que nos clients regardent, parce que le bateau, effectivement, si le dollar est plus faible, eh bien le bateau devient irrémédiablement plus fort. Mais du côté de ce marché en pleine expansion, on reste confiant. La demande mondiale de grands catamarans ne faiblit pas sur une gamme qui démarre à plus de 500 000 € pour aller à plus de 2 millions. Avec les taxes douanières instaurées par Donald Trump, les vins et champagnes français sont évidemment en première ligne. Une situation inquiétante pour toute une filière. Jean-Jacques, un vigneron de Haute-Marne, veut quant à lui rester optimiste. Écoutons-le au micro de Puissance Télévisions. Tous les vins effervescents qui rentrent aux États-Unis, la part du champagne progresse toujours et passe de 20% sur l'ensemble ils appellent les sparkling wines, à 30% donc, du marché, quoi. Et en valeur, la progression est également assez importante. Nous faisons 10% de nos ventes sur le Canada. Peut-être qu'il y aura des incidences au niveau du Canada, mais qui seront beaucoup moindres, je pense, que les États-Unis. Mais on va dire que c'est une situation économique nouvelle qui, à nos yeux qui apparaît. On va vivre, je pense, une ère nouvelle dans le commerce international.
La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était en visite à Limoges. L'occasion pour lui de visiter l'établissement de logistique de la police nationale. Un établissement majeur du ministère et de la sécurité du pays. Retour sur cette visite avec notre partenaire 7 à Limoges sur place. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à l'établissement central logistique de la police nationale qui se situe à Limoges. Un établissement majeur dans la logistique du ministère. J'ai tenu à venir ici dans ce centre national de logistique, pas seulement pour la police nationale, pour la gendarmerie nationale, pour la sécurité civile. Et pour faire fonctionner en fait le ministère, il y a besoin de matériel qui sont très performantes, de voitures, d'armements, etc., etc. Et ici, j'ai été vraiment émerveillé par ce que j'ai vu. J'ai vu en fait une entreprise industrielle de très haute performance, avec des coûts qui sont très faibles, ce qui pourrait en réalité rivaliser avec les meilleures entreprises. C'est un département donc, qui soutient les forces de sécurité intérieure. Un atelier central automobile qui est en fait une carrosserie industrielle en mesure d'entreprendre tout type d'aménagement au bénéfice des forces de sécurité intérieure. Nous avons le magasin central qui est une plateforme de stockage et de distribution, donc en mesure de livrer tout point du territoire et également l'outre-mer. Nous avons le centre de formation technique et de documentation et enfin donc le centre technique de l'armement donc qui fait du reconditionnement d'armement. On peut dire que le ministère de l'Intérieur, c'est aussi en réalité une entreprise qui permet notamment de travailler sur des véhicules qu'on reçoit des concessionnaires et on les transforme complètement, qu'ils vont devenir des véhicules pour la police nationale, pour la gendarmerie nationale, des armes aussi qu'on va reconditionner, qu'on va entretenir, etc. Et avec à chaque fois un souci de l'efficacité et un souci de l'économie. Qui n'a jamais attendu plusieurs mois pour obtenir un simple rendez-vous chez un ophtalmologue? Eh bien, pour lutter contre ce phénomène, ce bus itinérant propose des dépistages gratuits sans rendez-vous. Et vous le verrez, le constat est quand même plutôt inquiétant. Reportage de Vosges TV. À l'heure des déserts médicaux et du manque de spécialistes, le bus de l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, un cabinet mobile d'ophtalmologie qui offre des dépistages gratuits et sans rendez-vous pour des pathologies liées à l'âge dites cécitantes. C'est tellement difficile d'avoir un rendez-vous chez les ophtalmos, alors c'était l'opportunité. Il faut avoir plus de 40 ans ou des antécédents familiaux pour bénéficier de cet examen. Le docteur Vuidard ne contrôle pas la vue, mais dépiste 4 pathologies, une éventuelle dégénérescence maculaire, la DMLA, un glaucome, une rétinopathie diabétique ou la cataracte, souvent l'affection la plus commune. Je suis étonnée ici, depuis hier seulement, puisqu'on a commencé hier, du nombre de personnes où je marque cataracte. Comme ils n'ont pas vu d'ophtalmologiste depuis un certain temps, ils constatent qu'ils voient moins bien, mais ils ne savent pas à quoi c'est dû. Normalement, à partir de 45 ans, on devrait voir un ophtalmologiste tous les 2 ans. Sauf que c'est très difficile parce qu'il y a une pénurie d'ophtalmologistes. Selon une étude de l'UNADEV, 2 Français sur 5 sont concernés par une maladie cécitante, parfois sans le savoir. Ce cabinet d'ophtalmologie itinérant tourne depuis 2011 en France. Pour la première journée, une 50aine de personnes en a bénéficié. On cible en priorité les zones blanches, dont les zones où c'est que les rendez-vous chez les ophtalmologues sont assez conséquents. Chaque personne qui passe dans le bus repart avec un petit carnet. On met dessus les résultats des examens qu'ils ont fait. Si tout est bon, c'est rassurant pour la personne. Par contre, s'il y a le moindre doute, on les oriente vers leur ophtalmologue. Les gens sont plus ou moins prioritaires pour pouvoir avoir un rendez-vous. Le 1er mai est un jour spécial. Ce jour férié célèbre la fête du travail, chacun le sait. Cependant, l'an dernier, certains boulangers se sont fait verbaliser pour avoir fait travailler leurs salariés. En Sarthe, la Fédération des boulangers-pâtissiers réagit et demande des assouplissements de la loi. Reportage de LMTV Sarthe sur place. Anthony Piton. Cette année, le 1er mai a un goût amer chez les artisans boulangers. Depuis une série de verbalisations en Vendée l'an dernier, l'ouverture des boulangeries, ce jour-là, est incertaine. On pensait tous que depuis des années, en fait, il y avait une lettre du ministre du Travail qui date d'une vingtaine d'années, qui nous permettait de faire venir nos salariés. Donc on pensait que voilà, on avait une dérogation. Et effectivement, l'année dernière, en Vendée, on s'est bien rendu compte que vous n'avez pas partie des privilégiés qui pouvaient travailler le 1er mai. Car la loi prévoit une interdiction de faire travailler les salariés le jour de la fête du travail. Les boulangers ne font pas exception
et s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € par salarié. Là où nous on demande de faire attention, c'est que y a certaines chaînes de boulangerie de rond-point qui, elles, sont sous le code de la restauration rapide et du coup elles ne sont pas soumises aux mêmes règles. Et c'est là où on trouve que la concurrence elle est pas loyale. Pour éviter de perdre du chiffre d'affaires, la Fédération des boulangers de la Sarthe réclame donc un assouplissement de la loi. Sa volonté, pouvoir faire travailler ses salariés tous les jours fériés en les payant double. En attendant, le pain du 1er mai pourrait bien rester au placard. C'est une première mondiale qui s'est jouée en toute discrétion dans la Loire. Un lion de 5 ans souffrant d'un grave problème dentaire a été opéré avec succès grâce à une greffe osseuse. Une prouesse chirurgicale inédite, vous allez le voir, que nous raconte TL7 sur place. Yembe endormi, direction le laboratoire vétérinaire transformé en bloc opératoire. La mission du jour est bien périlleuse. Ce lion de 5 ans souffre d'un problème dentaire. Ses dents ont poussé sans sortir de sa mandibule, des dents invisibles qui ont causé kystes et fragilisation osseuse. Il a fallu faire 2 opérations pour retirer ces 2 molaires coincées dans la mâchoire. Donc la première opération a eu lieu en décembre. On a retiré la molaire la plus rostrale, donc celle qui était le plus à l'avant, la plus petite des 2. Et lors de cette deuxième opération, on a retiré la plus grosse des 2 molaires qui était à l'arrière de la mandibule. L'intervention s'est voulue le moins invasive possible pour le lion. Un trou plus petit qu'une pièce de 2 € a permis de retirer la molaire cassée en morceaux avant de recevoir une greffe osseuse. Le fait de retirer ces molaires crée un énorme vide et en plus de ça, le fait qu'elles soient coincées avait créé des kystes. Donc on avait déjà beaucoup de vide dans la mâchoire. C'est pourquoi il a fallu mettre une greffe osseuse pour combler tout ce vide. Cette greffe osseuse, prélevée d'un autre lion décédé, est une première mondiale. C'est le laboratoire Host qui est situé en Auvergne qui s'est occupé de cette greffe, qui nous l'a fournie gracieusement. Habituellement, ils sont plutôt spécialisés dans les greffes osseuses en humaine. Et là, c'était une première pour eux également de préparer cette allogreffe pour un lion. Depuis, Yembe récupère sereinement. Antibiotiques, anti-inflammatoires et antidouleurs lui ont été prescrits, ainsi qu'un repas sans eau. Tout est mis en place pour qu'il se rétablisse sans gêne et sans qu'il ne touche à ses points de suture. Un lion déjà apaisé et un pas de géant pour la chirurgie vétérinaire. Yembe pourra bientôt à nouveau croquer la vie à pleines dents. À l'occasion de la réouverture de la station spatiale Mir, à la Cité de l'Espace de Toulouse, la Dépêche du Midi nous fait visiter l'appareil. Et qui de mieux que Claudie Aigneret pour nous présenter cet engin, elle qui a été la première astronaute française à aller dans l'espace. Regardez. L'amarrage avec la station Mir, ça a été un moment assez intense parce qu'on arrive avec notre vaisseau Soyouz et dans le périscope du vaisseau Soyouz, il y a la station qui grossit au fur et à mesure où on s'en approche, avec des panneaux solaires. C'était multimodulaire, la station Mir à l'époque. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction. Dans une station, par exemple, un mur comme ça n'existe pas. Il y a des velcro partout, des choses, des appareils photo qui sont mis en place. Il y a du bruit qu'on entend parce qu'il y a les ventilateurs qui marchent. C'est une maison qui vit, et une maison où il y a déjà eu beaucoup de vie qui est passée par là. La semaine dernière, c'était Luc Ferry qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. L'ancien ministre de l'Éducation et philosophe a notamment évoqué l'intelligence artificielle, lui qui a été félicité pour son nouveau livre par Barack Obama, l'ex-président des États-Unis. Ou presque, écoutons-le. On a la chance d'avoir une réaction de Barack Obama qui a lu votre livre, qui a trouvé votre livre absolument formidable. Qu'est-ce que vous me faites là? Et donc, je voudrais que vous passiez à l'antenne pour nos téléspectateurs la réaction de Barack Obama à vos œuvres, celle de Grand Remplacement ou Complémentarité, votre livre aux éditions de l'Observatoire. Dear Luc Ferry, I'd like to congratulate you on your enlightening book, La frénésie du bonheur. Your analysis of societal evolution and the change in our quest for happiness is not only insightful, but essential to understanding our times. Bravo for this remarkable work. See you soon. Barack Obama vous félicite. Évidemment, oui, voilà. C'est de l'intelligence artificielle et on peut faire ça avec Vladimir Poutine. Oui, je l'ai avec Zuckerberg, je l'ai avec Emmanuel Macron, voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'avais mis ça sur LinkedIn, sur le seul réseau social où je sois encore, et donc j'ai reçu, en gros, 90% des gens ont cru que c'était vrai.
Et ça se termine par see you soon, c'est très chic le see you soon. À bientôt mon petit Luc, voilà. Mais évidemment c'est une blague. J'ai le même par Emmanuel Macron, j'ai le même par Zuckerberg, voilà. C'est très facile à faire et c'est ça. Alors ça c'est marrant, mais encore une fois on peut utiliser ces deepfakes pour ruiner la réputation de quelqu'un et foutre sa vie en l'air. Voilà, et puis un peu d'histoire dans ce journal maintenant. Stéphane Bern suit les traces de Napoléon Bonaparte. À Brienne-le-Château, dans l'Aube, le passionné d'histoire s'est rendu dans l'école militaire de Napoléon et nous dévoile les liens entre la commune et l'empereur. Regardez ce reportage de Canal 32. C'est un passionné d'histoire pour le moins emblématique qui traversait le musée Napoléon de Brienne-le-Château. Le musée de Brienne-le-Château est un musée d'abord superbement refait avec de très belles collections qui nous inspirent tous parce qu'évidemment dans les écoles royales et militaires elles sont connues parce que Napoléon y a fait ses classes et on est tous très jaloux. Les 12 collèges ou écoles, on est très jaloux parce que c'est à Brienne que Napoléon est venu alors qu'il était admis un peu partout. Un lien avec Napoléon Bonaparte sur lequel la commune a choisi de capitaliser en préservant les murs de l'ancienne école militaire et en y érigeant un musée en 1969. Quand il arrive ici à Brienne, Napoléon il a 10 ans, c'est un jeune gamin et puis il va se former l'esprit ici pour terminer jeune adulte à sa sortie de l'école militaire. Il va revenir une seconde fois donc en 1805, donc pour le coup, c'est un passage anecdotique mais important pour la ville ici, puisqu'en fait, il est à Troyes et il choisit de faire le détour par Brienne pour revoir la ville. Et enfin, son troisième et dernier passage, c'est un petit peu la fin, c'est même le début de la fin, puisque c'est le 29 janvier 1814. Et cette fois-ci, Napoléon va combattre dans la ville l'armée prussienne qui est installée. Créée à l'initiative de Stéphane Bern en 2022 pour promouvoir le patrimoine, l'association des anciennes écoles royales et militaires regroupe 12 sites historiques dont Brienne-le-Château. Pour marquer le coup, la commune organisait en parallèle de l'Assemblée Générale une série d'animations. C'est drôle parce qu'il m'arrive souvent de parler de Brienne et tout le monde ne sait pas que Napoléon y a fait ses classes. C'est quand même incroyable. C'est quand même le personnage le plus emblématique, l'un des plus emblématiques de notre histoire. Donc vous voyez, encore du chemin à parcourir. Et on est là pour avancer tous ensemble. Ce qui est formidable avec la mise en réseau de toutes les anciennes écoles royales et militaires, eh bien c'est justement la possibilité d'augmenter le public, d'intéresser, de comprendre et de transmettre ce qu'a été ce moment particulier de notre histoire. Chaque année, le musée Napoléon accueille près de 8000 visiteurs. Et puis connaissez-vous vraiment la signification des signes de main des chefs d'orchestre? Son rôle est de coordonner des instrumentistes grâce à des gestes très particuliers. Découvrons-les, ce sont des secrets de ce métier grâce à ce reportage de 8 Montblanc, regardez. Des mains qui virevoltent au rythme de la musique et des gestes précis, mais justement, à quoi correspondent-ils? Donc simplement, si je veux les faire partir, je fais comme ça. En fait, ce qui est très important toujours, c'est de donner une levée. Après, je peux demander de jouer plus fort. Face au chef d'orchestre, c'est un quintet qui répète aujourd'hui pour le marathon du piano d'Évian. Concentrés sur leur partition, les musiciens gardent toujours un œil rivé sur lui. Des indications de tempo, des indications de départ tout simplement aussi. Et puis après, on regarde notre partition, mais on est censé aussi le regarder soit directement, soit indirectement. Et n'allez pas croire que le chef d'orchestre est toujours debout face aux instrumentistes. Lui-même musicien, il apprécie de retourner pendant le concert à son premier amour, le piano. On commence déjà avec l'étude d'un instrument, à vraiment maîtriser ça. Et puis l'envie de diriger vient souvent un petit peu plus tard. Donc ça c'est le cas oui, pour presque tous les chefs d'orchestre. Et puis moi j'avais commencé par le piano, donc c'était tout simplement comme ça. J'ai joué un peu de violon aussi. Pas pendant très longtemps, mais bon, c'est quand même utile aussi quand on est chef d'orchestre d'essayer plus d'instruments. Une bonne connaissance des différentes familles d'instruments et surtout un imaginaire sonore très développé sont la clé pour prévisualiser la couleur des instruments, les hauteurs ou encore les accords. Est-ce que c'est clair? Ça se prépare avant, donc on a ce qu'on appelle le conducteur en français, donc la partition d'orchestre où il y a toutes les parties superposées de tous les instruments, ce que joue tout le monde en même temps. Donc en tant que chef, on a ça, et puis on prépare les répétitions comme ça, on regarde qu'est-ce qui va avec quoi, quels instruments jouent ensemble. Diriger quelques musiciens à plusieurs dizaines d'instrumentistes, un rêve de gosse devenu réalité pour ce virtuose néerlandais.
Et puis c'est un monument de la télévision et de la radio que je vous propose de découvrir maintenant, Philippe Bouvard. Une légende qui s'est confiée dans un entretien exclusif. À 95 ans, le créateur des grosses têtes m'a livré ses derniers secrets. Écoutons cette anecdote sur sa rencontre avec le président Valéry Giscard d'Estaing. À voir sur TV5 Monde, aux jours et aux heures qui s'affichent sur l'écran. Oh, ben Valéry Giscard d'Estaing, c'est un très mauvais souvenir. Il m'avait invité, on était 4. Il regardait partir ses invités après le repas. Or, à l'époque, je roulais grand train à bord d'une Rolls-Royce, conduite par un chauffeur à casquette. Ben, il a fait ce que n'importe quel Giscard d'Estaing aurait fait. Il a demandé un contrôle fiscal. Un contrôle qui a duré pendant 10 ans. Ben, ils n'ont rien trouvé. Sinon que j'avais fait des économies pour acheter ma belle voiture. Voilà. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.